Monsieur Blé Goudé, bonjour. Bonjour madame. Merci de recevoir Balafon Télévision à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour cet entretien exclusif. Mais déjà, la première question, vous avez été réélu président du COJEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Quel est votre sentiment au terme des travaux du 24 au 25 novembre 2023 à Abidjan? D'abord une satisfaction de savoir que mes camarades m'ont renouvelé leur confiance. Ce n'est pas toujours évident. Je n'étais pas là, je suis revenu 12 ans après. C'était le premier congrès du genre auquel j'assistais, comme ça en présentiel. Je voudrais ici donc leur traduire toute ma gratitude. Leur dire merci aussi pour la mobilisation. Ils venaient des États-Unis, de l'Europe, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Je voudrais leur dire merci et leur dire que j'essaierai autant que faire se peut d'être à la hauteur de leurs attentes. Merci. Mais un dernier point a été annulé à la dernière minute par les autorités ivoiriennes, la célébration de votre retour en Côte d'Ivoire. Que s'est-il passé, Monsieur Blé Goudé? C'était un événement en trois. D'abord le congrès lui-même, qui allait jusqu'à son terme. Ensuite, le mini-sommet africain, auquel vous avez assisté vous-même hier, qui a donné lieu à beaucoup de débats, des débats intéressants, des contributions intellectuelles salutaires, et puis un communiqué final dont vous-même vous avez copié. Cela dit, la dernière journée devait être marquée par la célébration de l'an 1 de mon retour. Pour dire merci aux Ivoiriens et à ces Africains qui m'ont accueilli il y a un an. Nous sommes aujourd'hui le 26 novembre 2023. Cela fait exactement un an jour pour jour que je suis arrivé en Côte d'Ivoire. On devait célébrer cela. Les autorités sécuritaires de la Côte d'Ivoire ont estimé qu'il y avait un risque sécuritaire pour des raisons sur lesquelles je ne voulais pas revenir ici. Nous sommes choqués, nous sommes peinés parce que nous voulions vraiment célébrer cet événement. Nos amis venaient de partout, ça allait être une grande mobilisation, une grosse mobilisation aujourd'hui, comme on sait le faire au COJEP. Malheureusement, pour des raisons sécuritaires, la manifestation a été annulée purement. Nous prenons acte. Pour nous, rien n'est au-dessus de la vie des Ivoiriens. Rien n'est au-dessus de la sécurité des Ivoiriens. Parce qu'in fine, c'est pour le peuple que nous travaillons. Que Dieu donc veille sur eux. Et puis, je n'ai aucun autre commentaire à faire parce qu'il s'agit de sécurité. Alors, nous sommes le 26 novembre 2023, il y a un an précisément. Le 26 novembre 2022, vous revenez en Côte d'Ivoire. Comment vous vous sentez un an après? Je me sens bien. Je me sens en bonne santé. Et puis, content d'être parmi les miens. On se sent toujours mieux chez soi. Je n'aurais certainement jamais y aller, mais il fallait que j'y aille. C'est toujours bon que votre responsabilité soit située dans un sujet à débat. Je n'ai jamais voulu léguer à ma progéniture un nom ensanglanté. Mon âme le refusait. Je n'ai jamais voulu être la honte de ma génération. Je ne veux pas que mon nom soit associé à de la terreur. La seule instance pour le faire, c'était la justice. Qui plus est, une justice internationale, la Cour pénale, qui a définitivement situé ma responsabilité et qui m'a acquitté. C'est un homme léger. C'est un homme, je veux dire, physiquement léger. Ma conscience est soulagée et je me sens libre comme un poisson dans l'eau. Alors, le panafricanisme, la question du panafricanisme précisément, a été au centre du mini-sommet d'Abidjan le 25 novembre 2023. Pensez-vous que les Africains sont prêts à faire le saut? On a vu des panélistes qui venaient de tous les coins de l'Afrique à ce mini-sommet. Et je voulais saluer cela, que nos amis soient venus de partout, eux-mêmes assurant leur transport pour venir ici, en avion. Généralement, les gens vont au sommet parce qu'ils sont pris en charge. Voilà. Et ça devient des moments de détente. J'ai vu des députés, des ministres, des enseignants, des philosophes, des hommes des médias venir de partout pour assister à ce mini-sommet. Je voudrais ici leur dire merci et les féliciter. Saluer aussi la qualité des débats qui ont eu lieu. Est-ce que les Africains sont prêts à faire le pas? Tant que personne ne l'a jamais fait, on pense que c'est impossible. Il faut toujours des gens pour essayer. Le seul fait que nous soyons assis, que nous ayons posé la problématique du panafricanisme, de ce qu'il doit être, de ce que l'Afrique
elle-même doit chercher à se positionner et tourner le dos à cet état d'assistanat. Ceux qui ont participé à ce débat sont des gens qui sont à des tables de décision aussi. Je voudrais saluer cela. Nous avons parlé de solidarité. Nous avons parlé de suppression des visas et de toutes les barrières physiques. Nous avons parlé de mise en place des marchés communs. Regardez, moi je pars de Paris, passant par Bruxelles, donc nous sommes en Belgique, oui, jusqu'à la Hollande. C'est juste des petites pancartes qui me signalent que j'ai changé de pays. Chez nous, on a encore toutes ces barrières-là. Vous êtes camerounaise pour venir si vous avez pris un visa. Ce n'est pas normal. Il faut supprimer tout ça. L'Afrique, c'est 1,2 milliard. 1,4 milliard, pardon. 1,4 milliard d'habitants. C'est le double. Largement au-dessus. C'est le double. Parce que l'Europe, l'Union européenne, c'est 700 millions. Vous voyez? Mais comment on donne un pouvoir d'achat à ces habitants africains? Comment déjà on valorise ce marché africain? C'est aux Africains de le faire. Nous avons parlé de tout cela. Surtout, notre créneau, c'est positionner l'Afrique sans rejeter les autres. Ce n'est pas un panafricanisme réactionnaire, ce n'est pas un panafricanisme de rejet. Encore, ce qu'il faut ajouter, c'est que ce ne sont pas des panafricanistes, ce ne sont pas des panafricains qui cherchent, qui sont à la recherche d'un maître, d'un nouveau maître. Quitter tel maître pour aller chez un autre maître, vous êtes toujours soumis. Il faut que l'Afrique réussisse à elle-même frayer son chemin, vivre selon ses propres paradigmes. Tel est notre credo. Avec le président Laurent Gbagbo, vous avez fait 10 ans à La Haye, en prison, pour finalement être élargi. On en parlait tout à l'heure. Que vous reprochait-on exactement? Mais plutôt, qu'est-ce que vous avez appris de ces 10 années? D'abord, ce qu'on nous reprochait, c'était notre responsabilité dans la crise post-électorale. Il y a eu plusieurs morts et on nous accusait d'être ceux qui sont les auteurs de ces morts-là. On nous accusait de faire partie d'un plan commun qui donc avait pour objectif d'exterminer tous les militants de nos adversaires. La Cour pénale internationale a estimé que ce n'était pas vrai. Non seulement qu'il n'y avait jamais eu de plan commun, mais ensuite que nous n'avions jamais donné l'ordre d'exécuter des gens. Nous avons été acquittés. Voilà les faits. Qu'est-ce que j'ai appris de la Cour pénale internationale? Moi, j'ai simplement appris qu'un citoyen qui est accusé, qui est suspecté, peut aller à la Cour pénale internationale, faire l'objet d'un procès, et s'il est innocent, peut repartir chez lui. Et je suis revenu chez moi. J'avais une autre idée, mais maintenant, je suis allé, j'ai fait ma propre expérience, et je suis revenu. Le reste que la prison m'a appris, c'est la patience. Parce qu'en prison, on ne maîtrise rien. Rien d'autre que ses désirs. Rien d'autre que ses propres envies. Vous pouvez commander une orange à la Cour pénale internationale et vous revenez 8 jours après. C'est ça aussi la prison, qui va de pair avec la privation. On vous libère à 16 h, c'est parti avec les dépêches des médias que vous êtes libéré. À 21 h, on vous remet la menotte. Après l'appel du procureur. C'est ça la Cour pénale internationale. Ensuite, on vous libère et puis après, vous devez attendre des années et des années. Vous êtes dans le vide. C'est ça aussi la Cour pénale internationale. Il vous faut un vrai caractère moral pour supporter tout cela. Je suis content et je suis fier d'avoir supporté tout cela et d'être revenu sans me compromettre. C'est ça aussi. Un an après votre retour au pays, votre pays, la Côte d'Ivoire, que vous chérissez tant, quelles sont vos ambitions? D'abord, immédiatement, une seule urgence, rassembler les Ivoiriens de nouveau. Servir d'aiguille pour recoudre ce qui a été déchiré. Apaiser les tensions. Essuyer les larmes de ceux qui pleurent. Parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, physiques comme au niveau moral. En tant que leader, je suis allé vers les autres populations. Même avec ceux, vers ceux avec qui je m'étais brouillé, pour leur parler. Pour demander aussi pardon aux victimes. Pas forcément parce qu'on est auteur, mais c'est une question de responsabilité. Vous êtes leader politique, votre parole impacte. Là où vous pouvez aller apaiser quelqu'un, il faut le faire. Notre pays en a besoin.
Un peuple comme celui de la Côte d'Ivoire qui a été traumatisé nécessite, a besoin, mérite qu'on puisse l'apaiser. C'est ce rôle d'abord que je joue. Ensuite, j'ai une vision pour la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas qu'une ambition. J'ai une vision pour la Côte d'Ivoire. Et je fais partie de ceux qui vont diriger la Côte d'Ivoire un jour. La nouvelle page de la Côte d'Ivoire ne s'écrira pas sans moi. Et je souhaitais que cela soit très clair dans l'esprit de tout le monde. Oh oui, je vais un jour diriger ce pays. D'ailleurs, j'y travaille. D'ailleurs, vous avez déclaré le 18 août 2019, je cite, « J'ai l'ambition de diriger mon pays un jour, c'est pourquoi j'accepte tout ce qui m'arrive. » C'est bien ça. À quoi êtes-vous prêt à renoncer? Qu'êtes-vous prêt à sacrifier pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés? Tout ce qu'on fait dans la vie mérite un sacrifice. Vous sacrifiez votre liberté, vous sacrifiez même votre vie de jeunesse, vous sacrifiez votre vie de famille, parce que vous avez un objectif. Vous voulez servir les autres. Alors, j'ai perdu ma liberté, mais il y en a aussi qui ont perdu leur vie. Donc, je n'ai pas plus perdu que quelqu'un. Je suis juste en train de suivre mon destin. Et j'espère le faire sans me compromettre. Surtout ça. Le faire avec des valeurs que je respecte. Le faire avec des principes auxquels je suis accroché. Je ne veux pas être dirigeant un jour de mon pays à n'importe quel prix. Je ne sacrifierai pas mes ambitions. Pardon, je ne sacrifierai pas mes principes. Je ne sacrifierai pas mes valeurs. Il paraît que les politiques ont un problème avec la vérité. Je vais faire exception. Et chaque jour, je fais l'effort sur moi de corriger ce que je dois, d'améliorer ce que je dois. Je travaille à cela. Quittons un peu la Côte d'Ivoire, essayons de nous élargir sur le plan africain. Que pensez-vous de la vague des coups d'État, que ce soit au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, ou même encore au Niger? Les actuels dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger sont-ils, selon vous, des panafricanistes? Ils le disent déjà, qu'ils sont des panafricanistes. Le problème n'est pas d'être panafricaniste ou pas. C'est comme par exemple la vague des migrants vers l'Europe, où notre jeunesse fuit, où nous avons la fuite de nos cerveaux. Avant, on se plaignait que les Occidentaux venaient nous chercher, enchaînés, pour nous amener chez eux. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes prêts à nous jeter à l'eau, prêts à mourir pourvu qu'on arrive en Occident. C'est un paradoxe. C'est un paradoxe. La question qu'on pose, cette jeunesse-là, elle fuit quoi? Pourquoi la jeunesse africaine fuit l'Afrique? Elle est à la recherche du mieux-être. Il faut donc poser le diagnostic et faire en sorte que ce qu'ils vont chercher ailleurs se retrouve ici. Et ça, c'est la responsabilité de l'élite politique. Deuxièmement, la vague de coups d'État qui a lieu en Afrique. Pourquoi il y a ces coups d'État? Comme le diraient les Anglais, what are the root causes? C'est quoi la cause profonde? Je ne peux jamais justifier un coup d'État. Je suis foncièrement opposé aux armes. Mais les problèmes sont là, posés devant nous. On ne peut pas faire semblant de ne pas les voir. Qu'est-ce que ce que j'appelle ces jeunes gens? Parce qu'ils sont tous de la même génération. Ils vous diront qu'ils se réclament de Thomas Sankara, de Patrice Lumumba et autres, de Kwame Nkrumah. Ils posent un problème sur lequel il faut ouvrir les yeux. Il ne faut pas que nous, les civils, nous dressons le lit, le terreau des coups d'État. Nous fixons des règles, il faut les respecter. Il faut donner une possibilité à l'alternance. On peut être pauvre, c'est un fait. Même aux États-Unis, il y a des pauvres. La question, c'est est-ce qu'il y a l'espoir d'en sortir? Mais quand vous montrez chaque jour à une population qu'il n'y a aucune possibilité de sortir de leur situation, qu'il n'y a aucune possibilité d'alternance, et que tout ce qu'il y a comme vice est justifié, tout ce qu'il y a comme injustice est justifié derrière les rideaux des lois, on donne nous-mêmes l'occasion à ce qu'on soit encore retardé par des coups d'État. Je ne salue pas des coups d'État, mais je pense que ces coups d'État posent un réel problème. Il faut convoquer des assises pour réfléchir réellement sur l'Afrique. Je ne parle pas de ces colloques dont les résolutions sont encore
sont jetés au calendrier grec. Je parle de véritables tables rondes, de véritables colloques, de véritables conférences, de véritables assises pour essayer de diagnostiquer ce qui arrive à l'Afrique. Et là, qui devrait convoquer cela? Mais ceux qui sont en capacité de décider. C'est eux qui nous dirigent. C'est dans leurs mains que nous avons mis nos destinées. C'est dans leurs mains que nous avons mis notre sécurité. C'est dans leurs mains que se trouve notre santé. C'est dans leurs mains que se trouve... C'est ça. Quand nous allons voter, nous essayons de confier tout cela à quelqu'un qu'on appelle le président de la République, qui met en place un gouvernement pour résoudre nos problèmes. Il ne faut jamais l'oublier. Ce sont nos employés. Nous sommes les employeurs. Oui. C'est eux. C'est pourquoi je dis, au-delà de l'interrogation dont vous venez de faire cas, quelle est ma position sur les coups d'État? Je pense que ces coups d'État nous interpellent tous. Parce que ça n'honore pas l'Afrique, qu'il y ait des coups partout. Merci. Au Mali, précisément, les différentes forces internationales n'ont pu récupérer Kidal depuis une dizaine d'années. Mais une fois, l'armée malienne annonce avoir repris cette partie du pays. Selon vous, qu'est-ce que cela vous inspire? Un territoire qui n'a pas pu être récupéré pendant des années, mais à peine quelques mois, eh bien, l'armée malienne dit « nous avons pu récupérer Kidal ». Une seule leçon. Personne ne peut mieux balayer devant votre maison que vous-même. Deuxièmement, celui qui va au marigot, puiser son eau, connaît la valeur de chaque goutte d'eau qui est dans son seau. Il en prend soin. Ce sont les Maliens qui ont récupéré Kidal. Quoi de plus normal? C'est aux Maliens de redonner au Mali l'entièreté de son territoire. C'est aux Maliens de définir ce qui est bon pour eux. Sans intention de rejet de l'autre. Il faut toujours le préciser. Pour moi, voilà. Quand la France était occupée par l'Allemagne, ce sont les Français qui se sont battus pour restaurer leur dignité, à travers l'appel de Charles de Gaulle, depuis Londres. Ça aussi peut être possible. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'extraordinaire. Quand on veut, on peut. Ce qu'il faut éviter, c'est le rejet de l'autre. On peut avoir beaucoup de partenariats, de manière multilatérale, et puis faire en sorte qu'on soit utile à son peuple. Parce qu'avant tout, nos dirigeants sont élus pour nous. Avoir des relations avec la France, avec la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, ce sont des outils. C'est des relations internationales. L'objectif premier des dirigeants africains, c'est d'améliorer le quotidien de leur population. Donc, et lorsque vous parlez de relations, M. Blé-Goudé, à votre avis, quelle est la nature des relations actuelles entre les pays francophones d'Afrique et la métropole? Et il y a un problème, tout le monde le dénonce. La plupart des pays francophones appellent à, je veux dire, un abandon des anciens partenariats qui ont été signés entre nos aïeux, il y a le dire, et la métropole. Ces accords qui ont été signés, le contexte a changé. Les populations ont changé. Les besoins ont changé. Les dirigeants ont changé. Le monde lui-même a évolué. Il faut adapter tout cela. Le dire, ce n'est pas rejeter l'autre. Le dire, ce n'est pas rejeter la France. Moi, je pense qu'il y a là une nécessité réelle de revisiter tous ces partenariats. Et puis, dans un partenariat gagnant-gagnant, on pourrait éviter les tensions inutiles. Ce n'est pas sur tous les sujets qu'on se bat. Alors, que pensez-vous de ceux qui exigent, par exemple, que l'ancienne métropole non seulement demande des excuses officielles aux anciennes colonies, mais également qu'elle restitue toutes les richesses culturelles emportées et des dommages notamment les victimes de l'esclavage et même de la colonisation. Tout cela doit être inscrit au centre des débats auxquels moi j'appelle, au centre des assises entre la France et ses anciennes colonies. Voilà. Il faut, de manière courageuse, mettre de côté l'ego, s'asseoir, poser les problèmes et puis nous éviter des tensions inutiles. Tout ne se règle pas dans les bruits. Tout ne se règle pas dans les conflits. Ce n'est pas sur tous les sujets qu'on se querelle. Il faut juste, avec courage, ouvrir les yeux et savoir qu'il y a un réel besoin de changement.
il y a un vent de besoin de changement qui souffle sur l'Afrique. Il faut s'asseoir, convoquer les intelligences et puis trouver les solutions pour anticiper. Et sur la sortie du franc CFA, quelle est votre idée? C'est de tout cela que je parle. On parle de monnaie. C'est un instrument, un levier de souveraineté. Regardez, même vous qui êtes camerounaise, au Cameroun c'est le franc CFA, mais c'est le franc CFA de l'Afrique centrale qui n'a aucune valeur. Ici, en Côte d'Ivoire, qui utilise aussi le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest. Il faut essayer de convoquer les intelligences pour poser tous ces problèmes-là sur la table. Et puis on les résout sans animosité. Mais le franc CFA lui-même n'a pas de valeur en France. Où on le bat. Est-ce que lorsque vous regardez nos continents aujourd'hui, notamment les pays d'Afrique francophone, est-ce que vous avez l'impression que ça va changer du jour au lendemain? Est-ce que les dirigeants de ces pays-là ont l'intention de sortir? Ça change toujours. Ça change toujours. Madame, ça change toujours. Pourvu qu'on le veuille. Mais je dis dans la non-violence. Ça change toujours. Ce n'est pas Dieu qui a changé la Chine. La Chine, on nous disait, quand on était encore au secondaire, nous tous, à l'école secondaire, on nous disait, ils ont faim parce qu'ils sont nombreux. On parlait de famine en Chine. C'est une vision de leurs leaders qui ont investi dans la formation pour transformer leur pays, qui aujourd'hui concurrence l'économie et se trouve au sommet. Qu'est-ce que nous voulons, nous, Africains? Deuxièmement, on entend, je vais à Dubaï, je vais à Abu Dhabi. On est heureux d'aller voir les gratte-ciel. Ou encore le Qatar qui a organisé. Au Qatar, ce n'est pas Dieu qui a construit les gratte-ciel. C'était un désert. Quand on parle de désert, ça veut dire que c'est un sol aride. En Afrique, nous avons un sous-sol riche. Nous avons un sous-sol immensement riche. On nous fera croire que jamais nous n'arriverons, nous ne parviendrons à nous-mêmes être maîtres de notre destin. Ce n'est pas vrai. Je dis, on n'est pas obligé de le faire brutalement. Convoquons les intelligences. Nous-mêmes attendons-nous, sortons de nos carcans, de nos individualités, de nos égos, de cette balkanisation qui nous a été imposée, et puis parler globalité africaine. Créer un véritable marché commun, avec les lois communes, avec des règles communes. Et vous verrez que chacun pourra s'épanouir au sein de ce gros ensemble. L'Union européenne n'est pas née comme ça du jour au lendemain. C'était tout un processus. J'appelle les Africains à ouvrir les yeux et à comprendre que c'est ensemble que nous pouvons évoluer. Sinon, ensemble, nous allons périr. Merci. L'Afrique est devenue, et ça se voit même sur le terrain, un champ de bataille pour les grandes puissances. Selon vous, que cherchent-elles d'abord? Mais en plus, que doit être l'attitude des Africains? Mais ce qu'elles cherchent est simple, le bien-être de leur population. Ils viennent chercher en Afrique ce qu'elles n'ont pas. C'est une attitude normale. La question, c'est qu'est-ce que l'Afrique y gagne? Même dans les échanges au niveau commercial, on vient acheter chez toi ou chercher chez toi ce qu'on ne possède pas. La question de comment toi-même tu défends tes intérêts. Est-ce que tu es conscient que les autres viennent prendre chez toi ce qu'ils n'ont pas pour pouvoir compter sur l'échiquier international? Nous vivons un monde de compétition où on ne paye plus le monde aux faibles et aux pauvres. Il y a la guerre en Ukraine et nous on a faim. Est-ce que c'est normal? Ça me choque cela. Alors, ce qu'ils viennent chercher, c'est ce qu'ils n'ont pas qu'ils viennent chercher. Mais comment nous on le leur donne? À quelle valeur on leur donne? À quel prix on leur donne? Nous sommes dans un monde d'échange, un monde d'interdépendance. Chacun doit se battre pour valoriser ce qu'il possède et en profiter. C'est pourquoi nos dirigeants, au-delà de leurs ambitions, doivent avoir une vision. Moi, j'ai une vision pour l'Afrique. Merci.
Aujourd'hui, tout le monde semble miser sur la jeunesse africaine. Est-elle en mesure de réussir là où leurs parents ont échoué? Oui, pourvu que l'échec de nos prédécesseurs nous donne une opportunité, ou nous serve d'opportunité. D'abord, il faut en tirer les leçons. Pourquoi ils ont échoué? Pourquoi ça n'a pas marché? Était-ce un manque de volonté? Avait-il des contraintes? Quelles contraintes? Comment nous on évite tout cela? Comment on se réinvente? Comment on existe selon nos propres paradigmes? Est-ce qu'il faut aller frontalement? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'attendons-nous de nos partenaires? Moi je les appelle comme ça. Je ne vais pas les appeler colons, je les appelle nos partenaires. Il faut travailler avec intelligence. Donc, j'espère et je pense, des débats que nous avons eus, que cela n'est pas à écarter. C'est possible qu'un jour, l'Afrique écrive sa propre histoire, l'Afrique défende ses intérêts, l'Afrique vive de ses matières premières. Parce qu'il y a les matières premières, mais il y a la première matière. Il y a les matières premières, mais il y a la première matière. Oui, la première matière, c'est l'homme. C'est la ressource humaine. C'est l'homme qui réfléchit. C'est l'homme qui explore le sous-sol. C'est l'homme qui exploite le sous-sol. C'est l'homme qui donne de la valeur à ce qu'il a découvert dans les échanges commerciaux. C'est pourquoi je dis, les matières premières ne servent à rien si elles ne sont pas accompagnées des premières matières. Il faut former les hommes. C'est par la formation que le Brésil aujourd'hui est à ce stade. C'est par la formation de son élite, de sa population, de ses enfants que l'Inde aujourd'hui est à ce stade. Il faut former pour pouvoir transformer. C'est tout. C'est pas difficile. Les Chinois sont allés à l'école occidentale. Ils n'ont pas rejeté l'Occident. Ils sont allés se former en conservant leur culture. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on vous connaît le titre le plus connu de Charles Blé Goudé, c'est lorsque vous avez été ministre de la Jeunesse sous le régime du président Gbagbo, Laurent Gbagbo. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec le président Gbagbo? Le président Gbagbo est venu avant moi. Et il est venu, et c'est Kamalou a proposé un projet qu'il est en train de développer. Il ne faut pas le déranger. Il y a beaucoup de supputations, beaucoup de commentaires, mais bon, vous savez que moi, je n'ai aucun respect pour ceux qui laissent les faits et se laissent entraîner par les rumeurs. Je n'ai aucune justification à leur donner. Politiquement, je n'ai pas de problème avec le président Gbagbo. Personnellement, je ne saurais avoir un problème avec lui parce que je suis africain avant tout. Un enfant n'a jamais raison de son père. Donc, il faut laisser cette vague-là passer et puis on aura le temps de parler, lui et moi. Et vos relations avec le président Ouattara? Je suis un citoyen ivoirien, je n'ai pas de rapport particulier avec le président Ouattara, malgré ce qui se raconte. Je ne lui ai jamais serré la main depuis que je suis venu. On ne s'est jamais vu depuis que je suis arrivé. Mais toujours est-il que je lui suis reconnaissant, malgré qu'on est opposant qui m'a laissé rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Un autre qui cherche à rentrer en Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. Vous avez de ces nouvelles? Quelles sont vos relations aujourd'hui? Quasi inexistantes parce qu'il est dans une situation difficile. Et quand on est dans une situation de quasi-clandestinité, ce n'est pas conseillé même d'avoir des rapports avec les autres ou des coups de fil. Vous pouvez tracer et retrouver. Je ne veux pas moi me retrouver là comme un canal qui va donc être à la base de ces malheurs. Et cela dit, je sais ce qu'il vit parce que je l'ai déjà vécu. J'ai été en exil au Ghana, je connais les douleurs de l'exil. Voilà, sauf qu'il n'est pas en prison pour le moment. En ce qui me concerne, je souhaite simplement que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se retrouvent. Je souhaite qu'on tourne cette page de douleur-là et qu'on pense à venir ensemble. Voilà. Monsieur Blé Goudé, vous allez regarder vos caméras et passer un message aux Africains qui vous regardent en ce moment. Vous êtes l'espoir pour beaucoup de jeunes Africains, beaucoup pensent à vous. Ils sont nombreux au Cameroun, d'ailleurs, qui ont jubilé lorsque vous avez été acquitté par la CPI. Un message pour ces Africains, pour ces Camerounais qui vous regardent. Je dis d'abord merci aux Camerounais. D'abord parce que eux, en dehors du soutien que la population elle-même m'a apporté, je le sentais et mes avocats me rendaient constamment compte. Les Camerounais m'ont donné une avocate, Maître Kadji, que je voulais saluer ici. Elle n'a pas été qu'une avocate pour moi, elle a été une maman pour moi. Elle s'est occupée de mes enfants pendant que j'étais en prison. Et c'est le plus difficile. Je voulais ici lui traduire toute ma gratitude. Et je voudrais dire merci à tout le Cameroun. J'ai promis d'arriver au Cameroun. Je suis en route. Je vous demande de m'attendre. Je viendrai pour qu'on en parle Afrique. Et c'est toute la transition pour parler Afrique.
l'assistanat est momentané. Il faut à un moment donné nous réaliser, nous réinventer nous-mêmes. Nous vivons un monde qui ne fait plus le monde. C'est un monde de compétition permanente, où on ne retient plus que les bons, mais les meilleurs. Il faut qu'on se forme. Arrêtons d'être plaintifs. Ça ne paye pas. C'est vrai, on a eu un passé douloureux. Je rappelle que la Chine a été colonisée par le Japon à un moment. Mais la Chine ne s'est même pas seulement qu'à pleurer. Elle a compris qu'elle doit réinventer son histoire. Elle a amené ses enfants à l'école, elle les a formés et aujourd'hui, la Chine compétit avec le reste du monde. L'Afrique peut le faire aussi. Et moi, j'ai confiance. Nous sommes peuplés de 1,4 milliard. Nous avons une superficie de près de 30 millions de kilomètres carrés. Nous avons un sous-sol riche. Tout ce que l'on prend pour s'épanouir dans le monde entier se trouve en Afrique. On dit que l'Afrique est une terre d'opportunité. Mais une terre d'opportunité pour qui? Voilà la question. Nos enfants fuient. Nos jeunes fuient notre continent. Ce n'est pas un honneur pour nous d'être toujours le fardeau du reste du monde. Asseyons-nous, réinventons-nous. Cela est possible. Je vous dis merci. Monsieur Charles Blé Goudet, merci. Merci à vous, madame.